Salut mes Nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1028. Oui, je sais que je n'ai pas fait la réaction live, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez pourquoi. Ce week-end, ça s'entend un petit peu d'ailleurs aussi à ma voix, j'étais à la Medinasia, ça a été absolument... Ça a été génial, et ce qui s'est passé... c'est que malheureusement, j'ai voulu faire la réaction live sur place et j'étais pas dans le move. Voilà, il y a eu des problèmes, voilà. Donc la réaction live, je le sentais quand je faisais. Je n'ai pas savouré ce chapitre à la hauteur qu'il aurait mérité. Donc j'ai préféré ne pas mettre la vidéo en ligne parce que franchement, j'ai pas aimé. On en parlera ça si j'y repense, on en parlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Bref, on est là surtout pour faire la critique analyse de ce chapitre. Et que dire de ce chapitre? Je ne sais pas. J'arrive toujours pas à trouver le qualificatif. Le début est absolument dantesque. On a des informations sur le CP0. On revoit Lucci. Robin, vraiment la clé va être prise. Onigashima va être maintenant sous le giron du gouvernement mondial. Il y a ce suspense qui est quand même en train de se faire sur Momo. Est-ce qu'il va réussir à créer ces nuages pour pouvoir soulever Onigashima? Bref, ça partait super bien. Le combat de Queen contre Senji qui va enfin avoir son moment de gloire, et après ça part en live. Ça part en live. J'adore la débilitude que parfois Ishiroda met dans ses chapitres, mais là, était-ce nécessaire? Je vous le demande, était-ce nécessaire? Oui, je sens que cette réaction-là va partir un petit peu en live. Oui, je le sens quand on va atteindre un petit peu ce passage. Bref. Je suis très fatigué, c'est le 15e café, donc on perd pas de temps. C'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine. Le chapitre... Oui, je vous ai entendu, vous l'avez dit... 1028. Alors, petite annonce pour m'excuser de la réaction live que je n'ai pas faite. Regardez derrière moi, il y a des nouveaux posters. Ces posters ont été faits par Chris Moon, l'atelier de Chris. Vous pouvez le trouver, les liens sont directement ici et aussi dans la description. Il fait des posters sur One Piece, mais il fait des posters sur plein de trucs. Et pour m'excuser, on fait un petit concours. Vous mettez dans les commentaires le petit hashtag merci Chris Moon, l'atelier de Chris, et vous pourrez gagner un poster. Et c'est pas n'importe quel poster, c'est le poster que vous voudrez. Vous allez sur sa boutique et vous dites ce poster, il me plaît, tu me l'envoies. Voilà, allez, c'est cadeau. Maintenant, ça c'est fait. On part pour la critique analyse. Let's go! On va commencer par le début. Le début, tout simplement, c'est cette annonce que le gouvernement mondial, maintenant, veut Wano Kuni sous leur juridiction. Wano Kuni est un pays qui est isolationniste, donc il n'appartient pas au gouvernement mondial. Et là, maintenant, ils se disent, ok, là, ce qui se passe, c'est qu'on avait un petit contrat en scred avec Orochi. Il permettait de nous acheter, de nous fournir, de nous vendre plutôt des armes. Il faut savoir aussi qu'il maîtrise super bien le granit marin. Donc, l'importance de Wano Kuni était quand même assez nécessaire. Sauf que maintenant, Orochi, eux, ils pensent que Orochi n'existe plus. Et il faut toujours qu'ils aient ces usines pour eux. Donc, ils ont dit tout simplement, on envoie une flotte pour contrôler Wano Kuni et le prendre pour nous, le mettre sous la juridiction du gouvernement mondial. Parce que eux, ils pensent que Orochi est mort. Kaido, il pense que Luffy ne pourra pas le battre, mais il faut quand même niquer la gueule de Kaido. Parce que Kaido combat contre d'autres pirates, donc il va être affaibli, et c'est peut-être le moyen d'amener une flotte, faire peut-être un Buster Call ciblé, on va éviter de niquer les usines, parce que après ils veulent les avoir pour faire les armes, et dans mon cerveau, ça a fait une sorte de qui ils vont amener. Je pense que Fujitora vient de Wano Kuni. On a vu quand il était à Marijois qu'il parlait avec l'amiral qu'on ne connaît encore absolument rien. Rappelez-vous, celui qui s'appelle Ryukyu. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais à peu près c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Le taureau vert. On va dire le taureau vert, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Et je pense que c'est peut-être le moyen de le mettre en place. Parce que là, on va parler un petit peu puissant. Même si au niveau de Marineford, Kainu, il en a quand même chié contre Papy, Papy Barbe Blanche. Normalement, ils sont censés être les éléments les plus puissants de la marine. Et on peut imaginer qu'il y a eu un entraînement pendant les 2 ans, etc., etc., et que
peut-être qu'en envoyant un amiral, vu que Kaido il est blessé, même s'ils savent qu'il est absolument impossible de pouvoir tuer Kaido, peut-être qu'ils peuvent détruire son équipage et peut-être qu'ils peuvent l'emprisonner. Là, on a aussi une autre annonce, c'est-à-dire que là-haut, c'est-à-dire au niveau du gouvernement mondial, au-dessus, je sais même pas si c'est Im-sama qui a décidé, qui a pris cette décision, c'est tout simplement qu'ils doivent prendre Robin, parce que Robin est la clé. La clé de quoi? Tout simplement pour lire les poneglyphes et aussi les roads poneglyphes afin de trouver Raftel et pouvoir foutre la merde au niveau du gouvernement mondial, au niveau de carrément toute la planète. Et donc, là, on peut se poser la question, est-ce que ils vont réussir à capturer Robin? Personnellement, je pense qu'ils vont pas réussir. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent à emprisonner Robin, obligatoirement, ça peut relancer un arc de sauvetage de Robin. En un sens, le coup de la théorie du parallélisme entre la pré-ellipse et la post-ellipse, ça pourrait être pas mal. Sauf que narrativement, et on le sent au niveau des Shiroda, il n'y a plus le temps. Donc, je sens qu'à la fin, il va y avoir un gros problème, tout le monde va être épuisé, mais il y a pour l'instant un Mugi qui a pas trop usé son énergie. Et c'est qui? C'est tout simplement c'est le poteau Brook. Et oui, et comme on voit justement qu'il est là pour protéger Robin, peut-être que quelques-uns du CP0 qui sont là vont aller prendre Robin, eh bien Brook va s'interposer et on va avoir ce moment entre guillemets, on va appeler ça comme ça, ce moment de badassitude, cette mise en avant de Brook, et je trouve que ça serait super important. Après, il faut pas oublier qu'il y a la flotte de la marine qui devrait pas tarder à arriver, donc à la fin de cette bataille au niveau de Wano Kuni, il va bien falloir qu'ils partent, et c'est là où intervient le deuxième effet qui se coule, c'est tout simplement la flotte des Mugiwara. Je vous en ai parlé il y a pas mal de temps. Rappelez-vous, à un moment, Luffy était presque au bord de la mort. Il était hyper affaibli. Et ça a eu obligatoirement une répercussion au niveau de la vivre carte. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait Sai et qu'il y avait aussi les Tontatas et qui étaient au niveau de la rêverie. Ils ont dû aussi avoir l'information qu'il va se passer quelque chose au niveau de Wano Kuni, parce que la rêverie se termine là-dessus, de savoir qu'est-ce qui va se passer sur Wano Kuni. Donc cet événement qu'on nous tease à la fin tout simplement de Dressrosa, eh bien c'est la guerre de la flotte du futur seigneur des pirates contre le gouvernement mondial, et c'est peut-être aussi l'annonce de la future chute du gouvernement mondial. C'est-à-dire que plus tard, dans 100, 200 ans, quand dans One Piece, ils liront les manuels d'histoire, eh bien ils diront la chute de ce mauvais gouvernement mondial a commencé ici, à Wano Kuni. Avant de parler du cas Senji et de Queen, on va faire un petit détour par Yamato ainsi que Momo, qui n'arrive pas à créer ces nuages. Il a le stress et je pense que le stress va, comme quand il s'est transformé en dragon pour la première fois, lui permettre de créer les nuages. Yamato, en version Sulong, en version Louve, elle est absolument fantastique. Encore une fois, j'espère de tout cœur. Ce qui serait vachement classe, ça serait une figurine de Yamato avec la Louve juste à côté et la version hybride de l'autre côté. Enfin, un truc, toujours dans mes délires de figurines. Elle est partie pour justement, alors je sais pas si c'est réduire, en gros c'est réduire. Comment tu veux qu'elle réduise l'arsenal pour éviter que si ça s'écrase, que ça explose moins? À moi d'aller dans l'arsenal, faire un trou et tout balancer par le trou qu'elle a fait, je ne vois pas comment faire. Enfin bref, je ne sais pas. Enfin, on verra ça de toute façon un petit peu plus tard. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'on voit qu'elle va croiser l'équipage de l'eau, donc l'équipage de l'eau va l'aider aussi. Ce qui va être surtout important, c'est un petit peu la vision, la suite de Wano Kuni, parce que on peut imaginer que même s'il y a cette bataille avec la flotte, la marine, elle a trop, la marine et le gouvernement mondial à travers elle, il y a trop d'intérêt sur Wano Kuni par rapport à l'armement et le gradient marin, comme je vous en ai parlé précédemment, et je pense que malheureusement, même si Luffy propose à Yamato de rejoindre son équipage, elle va devoir faire un autre choix. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est ce que j'ai réfléchi, c'est que la chute de Wano Kuni telle qu'on le connaît maintenant est un peu due à Oden. Si Oden n'avait pas décidé de rejoindre Roger
et justement de découvrir après Loftel, alors j'ai dit Raftel mais c'est plutôt Loftel, peut-être que Wano Kuni aurait été sauvé. Et ça, c'est peut-être un regret qu'il a eu et qu'il a marqué dans son journal. Et je pense que Yamato ne fera pas la même erreur. C'est-à-dire qu'elle va refuser la demande que Luffy lui fait et elle dira non, je suis responsable de mon pays. Il y a peut-être un lien qui va se lier justement avec Momo et elle va être là pour sauver et faire cette résistance face à l'oppresseur que va être justement le gouvernement mondial pour que Wano Kuni soit toujours libre. Et je trouve que ça ferait un bon parallélisme entre le Oden du passé et Yamato qui serait entre guillemets l'Oden du futur. Ça y est, on arrive à Queen versus Sanji. Pourquoi Sanji doit toujours se taper les débiles? Reprenez tous les anciens combats, la plupart des mecs que s'est frité Sanji, ça a toujours été des putains de débiles. J'espérais beaucoup un truc beaucoup plus profond entre Sanji et Queen. Alors, la profondeur, on l'a, mais on l'a à travers du traitement de Sanji, et ça, on va en parler un petit peu après. Là, on va un petit peu s'attacher à Queen. Queen qui est cet Obélix. Franchement, quand on disait au début qu'il était un petit peu en cosplay aussi d'Obélix, c'est carrément ça. Déjà, la transformation d'avoir le corps serpentin, le serpent qui sort et qui va entourer, c'est what the fuck, quand tu vois la tête de Chopper et des autres, c'est exactement la tête qu'on a eu. Quand j'ai lu le chapitre, franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui se passait. Je me suis dit, c'est quoi? Et après, on a l'explication de Queen sur son pouvoir. Et quand il dit le nom de l'attaque, t'as l'attaque qui se déclenche. Alors ça, c'est génial parce que ça, c'est un running gag par rapport au fait que il y a eu, et je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est Gonagai qui avait mis ça en place avec Mazinger Z, où tu avais la personne qui hurlait le nom de l'attaque pour lancer l'attaque. C'est-à-dire que quand tu conduis en bagnole et que tu vas dépasser quelqu'un, tu vas pas faire « Ouah, dépassement, power !» Bam! Et là, tu fous la vitesse, puis t'accélères. Tu le fais pas, tu le fais tout simplement. Donc là, pareil, quand il y a les attaques, normalement, t'as pas besoin de gueuler l'attaque. Vu qu'il est obligé de lancer l'attaque d'une façon vocale, quand il explique l'attaque, bah obligatoirement l'attaque se déclenche et il se le prend 2 fois. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu débile et burlesque de Queen. En plus, ça doit pas être la première fois qu'il le fait, vu que c'est pas la première fois qu'il doit expliquer l'attaque, vu que c'est pas la première fois qu'il l'utilise. Mais voilà quoi, se dire c'est Queen débilus. Voilà, Queen débilus. Sanji, on va redevenir un tout petit peu sérieux. Sanji devient ce personnage hyper puissant. D'un point de vue de son squelette, même de sa peau, quand tu vois que l'arme de Queen se pète dessus. Je vais pas revenir sur la façon dont a été amené le power-up. Moi, personnellement, je valide. C'est quelque chose qui a été montré depuis pas mal de temps. Regardez mon ancienne critique analyse, vous comprendrez un petit peu la chose. Enfin, surtout, quelle est ma vision d'esprit là-dessus. Là où je vais plus m'attarder, c'est ce que ça représente pour Sanji et le problème de l'acceptation de qui on est réellement. La petite parenthèse que je voudrais mettre, parce que là je viens juste d'y penser, c'est pourquoi ça s'éveille à ce moment-là. Je pense que quand il y a eu l'attaque contre King, vu la puissance qui nous a été montrée de King face à Zoro dans le chapitre précédent, je pense que Sanji a dû frôler la mort, et le Red Suite a activé le mode survie de la combinaison et donc a éveillé l'ADN de Sanji pour qu'il puisse se réparer. Je pense que quand il s'est pris l'attaque, il a dû avoir des os qui ont été brisés et le Red Suite a permis l'éveil de son ADN pour qu'il puisse se reconstituer. Et c'est ça qu'il sent au fond de lui. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous a amené depuis très longtemps. Le problème de Sanji est sa constitution. Il n'avait pas la même conscience que ses frères et il ne voulait pas être une machine de guerre. Et c'est pour ça qu'en un sens, que l'éveil de son ADN ne s'est pas fait parce qu'il voulait être un humain normal. Sauf que on ne peut renier ce que l'ADN fait de nous. Sanji ne veut pas ressembler au Vinsmoke. L'inconvénient, c'est qu'il est un Vinsmoke. Et on ne peut aller contre la génétique. Et même
s'il ne veut pas être ce monstre, au niveau de son anatomie, il est ce monstre. Mais il n'est qu'un monstre à travers sa reconstitution, à travers son pouvoir. La personne qu'on est réellement, est-ce l'apparence? Est-ce la chair, les os? Ou est-ce l'autre chose qu'on va mettre à côté, l'âme? Est-ce que ça va être les émotions qu'on ressent, les émotions qu'on véhicule, notre façon d'agir avec ce qu'on est physiquement? Et c'est cette chose profonde qui est en train de nous montrer Eiichiro Oda. Eiichiro Oda est en train de nous dire, et ça sera dit à travers la bouche de Senji, même si au niveau de mon ADN, je suis un Vinsmoke, mon âme, elle, n'est pas une âme Vinsmoke. Ce que je ressens, ce que je fais de mon corps, m'appartient. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre Sanji et ses frères. Ses frères utilisent leur puissance d'un point de vue mercantile. C'est utiliser leur force pour sauver le pays qui va payer le plus. Ça apporte aussi un autre problème. L'autre problème, c'est par rapport à Zoro. C'est-à-dire que Zoro, la puissance qu'il a, c'est à travers un entraînement qu'il a eu depuis enfant. Le corps qu'il a, la résistance, la puissance, la force, c'est quelque chose qu'il a développé, c'est quelque chose qu'il a créé. C'est même encore au-delà de ça. C'est même pas un potentiel qu'il avait. C'est quelque chose qu'il a créé. C'est à force d'endurance, à force de force, de persévérance, d'abnégation qu'il a réussi à atteindre cette puissance. Sanji, de son côté, c'est lié seulement qu'à l'ADN. Mais est-ce une raison pour détester ce personnage, de dire « Ouah, c'est trop facile ». On va pas gueuler sur Luffy le fait qu'il ait un pouvoir parce qu'il a mangé un fruit du démon et parce qu'il a cette résistance déjà un petit peu innée. On ne crache pas sur Luffy par rapport à ça. Quand il apprend des techniques, quand il fait des trucs, c'est souvent parce que, encore une fois, c'est parce qu'il a le génie du combat. Le traitement de Senji qui est pour l'instant présenté, personnellement, je l'apprécie et j'aime beaucoup, encore une fois, parce que c'est peut-être quelque chose qui m'interpelle plus. J'aime bien ce côté génétique. C'est parce qu'il a eu une souffrance avec son enfance, et même si c'est quelque chose de génétique, c'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose de bien avec. Donc voilà ce qu'il y avait à dire un petit peu sur ce chapitre. Encore une fois, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir fait la réaction live. J'ai encore quelques conventions qui vont arriver. On va essayer de voir comment faire les réactions live au moins le lundi au retour. On va essayer de trouver un petit créneau pour faire quand même quelque chose, parce que je vous avoue quand même que ça m'a énormément manqué de ne pas pouvoir partager cette réaction live avec vous. Mais je me suis aperçu que la réaction live, en vérité, c'est avec toutes ces années, c'est un rituel. Je ne peux pas faire ça quand il y a du monde autour de moi qui me regarde ou qui va être à côté. J'ai besoin un petit peu de... C'est quelque chose qui se vit. Les réactions live maintenant, c'est vraiment quelque chose qui se vit, et j'ai besoin d'avoir mon petit cocon, mon petit univers autour de moi, et c'est important, même au-delà de faire la réaction live, de savourer pleinement. C'est un rituel, donc voilà. Donc on va essayer encore une fois de faire le maximum pour toujours vous offrir les pas des critiques analyses, les réactions live. Bref, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Benakama. Hein? Oui, désolé, il n'y a pas eu de critique analyse. Oui, non, c'est pas de réaction live. Ouh, ça commence. Il y a eu un petit souci, vous devez l'entendre un petit peu à ma voix. Tout simplement, il y a eu la Médinasia. Et j'ai voulu faire la réaction live. Réaction live, c'est pas compliqué. Salut mes Nakama, c'est le Doc, c'est parti pour la critique. Waouh! Je n'ai pas fait la réaction live. Ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux ou tout simplement Facebook et aussi tout. Ah, c'est merdique! Je vous prie de m'excuser de savoir comment va être cette vidéo.
Mais j'ai essayé de faire la critique analyse, là, la réaction live. Réaction live. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hashtag merci Chris Mon et vous pourrez aller sur son site et choisir plein pas plein, non, ça suffit. Ont été offerts par Chris Mon et ce mec il est vraiment excellent. J'ai d'autres posters normalement quelque part pour faire voir. Ils sont où? Non, c'était que non. Entendu, vous l'avez dit, 1028. Je suis complètement fou.